Quand c'est pas l'orage, c'est les voisins qui taillent des buissons, quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça me fait trop bizarre de me filmer là. Bref, tout va bien. Je vous laisse observer ce magnifique titre. Les fameuses vidéos on my shelf, soit littéralement sur mes étagères. C'est un concept de vidéo qu'on faisait beaucoup, que j'ai pas mal fait à une certaine époque. Et qui, je le sais, certains m'ont demandé, mais tu referais pas un on my shelf une fois Parce que oui, bah le temps a passé et vous l'avez compris, cette année Margot elle est un peu en mode recyclage, hein, n'est-ce pas On reprend des vieux trucs pour refaire du neuf avec, ou alors on refait des vieux concepts parce qu'on les a tellement plus vus, tellement plus faits que ils ont l'air neufs. C'est le principe de la seconde main et du recyclage, tu me diras. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce concept de on my shelf, le but est très simple. J'ai 2 générateurs de tirage au sort de chiffres totalement aléatoires que j'ai prévus à côté de moi. J'ai numéroté dans un premier temps sur l'un des générateurs le nombre d'étagères que j'ai, donc de 1 à 26, et le nombre plus ou moins de livres qui peuvent se trouver sur une de ces étagères. C'est-à-dire, j'ai mis de 1 à 40, sur certaines il y a un tout petit peu plus, sur certaines il y a un petit peu moins. Ensuite, je vais lancer les tirages au sort, donc dans un premier temps, savoir sur quelle étagère on va se baser, puis le second pour savoir quel livre on va choisir. Le but dans tout ça, bien évidemment, c'est de vous sortir des livres de façon totalement aléatoire, qui n'ont la plupart du temps, je pense, rien à voir les uns avec les autres, mais dont peut-être je ne parle pas souvent, pas assez, que je vous ai présenté il y a longtemps, que je n'ai peut-être même pas encore lu. Mes livres non lus sont avec les livres lus dans la bibliothèque. Ce qui fait que on peut avoir des surprises. Avant que je vous présente des livres au hasard de ma bibliothèque, sachez qu'il y a une immense bibliothèque qui existe et qui finalement prend pas plus de place que ça dans votre poche. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Évidemment, je remercie énormément l'application Nextory qui sponsorise cette vidéo. Nextory, en effet, c'est une appli de lecture où vous allez pouvoir retrouver autant de l'e-book, de la BD numérique, de la presse numérique, mais aussi du livre audio. Et tout ça, ça tient uniquement dans votre poche, vu que c'est une application pour votre téléphone. Alors aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais vous présenter des livres au hasard, mais si vous aussi vous avez envie de découvrir des choses pour la première fois, si vous avez envie de juste feuilleter quelques pages d'un livre dont on vous a parlé mais que vous n'êtes peut-être pas trop sûr, ou alors vous avez envie d'essayer le livre audio, qui personnellement est une façon de lire que j'aime beaucoup et qui me permet des fois de faire des découvertes que je n'aurais pas faites parce que ce sont peut-être des livres que je n'aurais pas achetés spontanément mais que je suis très contente de découvrir en format audio. Là, le dernier sur lequel je suis en ce moment, c'est 3 de Valérie Perrin. Et franchement, j'adore. Et je te jure, la narratrice, on dirait que c'est Cate Blanchett. C'est pas celle qui double Cate Blanchett, j'ai été vérifiée quand même pour être sûre, mais elle a quasiment la même voix. Histoire d'enfance, de vacances, de trio et de quatuor d'amitié. À un moment donné, ils se parlaient, maintenant ils se parlent plus, donc qu'est-ce qui a fait qu'ils se parlent plus? Et j'adore ce genre d'histoire. Après, c'est quand même un pavé, 18 heures d'écoute, mais moi en tout cas, je passe un super bon moment, ça fait mon trajet pour aller au boulot. C'est impeccable. Donc si vous avez envie d'essayer et de tester cette application, c'est 60 jours offerts avec le code que je vous laisse juste là, ou alors le lien directement cliquable en barre d'infos. Comme ça, pendant 2 mois, vous allez pouvoir tester toutes les fonctionnalités de l'application Nextory. Le livre numérique, c'est en illimité. Le livre audio, c'est 15 heures d'écoute par mois. Vos 30 premiers jours avec 15 heures d'écoute et les 30 suivants avec de nouveau 15 heures d'écoute. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de toujours avoir un livre dans votre poche hyper facile d'accès, eh ben n'hésitez pas et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sans plus attendre, je lance le premier tirage au sort. C'est parti. La première étagère, c'est 25. Donc plus ou moins, je vais commencer de ce côté, et ensuite j'ai les 2 pochothèques qui sont de l'autre côté. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais prendre les pochothèques, mais donc 25, c'est une des dernières, et 29. J'ai sorti Contes d'automne de Julia Glass, c'est un livre que je n'ai pas lu. J'avais lu un livre d'elle l'année dernière, qui était La maison dans l'arbre, ou l'arbre autour des maisons, enfin un truc du style. J'avais acheté celui-ci en même temps. Peut-être que celui-ci me convaincra plus, après c'est vrai qu'il est assez gros, mais c'est vrai qu'elle a une plume et une écriture qui peut peut-être sembler un petit peu lente. Et peut-être que si j'avais lu l'autre sans avoir acheté celui-ci au même moment, j'aurais peut-être pas acheté celui-là. Qui sait, peut-être que là celui-ci arrivera plus à me convaincre. C'est l'histoire de Percy Darling, qui est un grand-papa qui n'a finalement aujourd'hui dans sa vie plus que de bonnes relations avec son petit-fils Robert. Et tout son quotidien va être soudainement un peu bousculé par sa fille qui va revenir à la maison et qui a besoin d'aide. Elle lui demande si dans la grange elle pourrait pas installer une école primaire.
Donc tout à coup va débarquer dans sa grange, dans son quotidien, autant des instituteurs, institutrices que des mamans et parents d'enfants qui vont être scolarisés dans cette grange, que les enfants en tant que tels, et ça va foutre un joyeux bordel dans la vie plutôt solitaire et plan-plan de ce monsieur. J'espère que cette histoire arrivera à plus me charmer. J'espère aussi que le rythme sera peut-être un peu meilleur. On ne s'éloigne jamais trop, étagère 19, livre 20. Je crois que l'étagère 19, ça va être assez vite réglé, on peut faire ça sur 2 chiffres uniquement, vu que c'est l'étagère sur laquelle j'ai autant toute ma série des sorcières de Kate Tiernan, donc ça fait 15 bouquins, autant j'ai aussi toute ma série des Charlie Davidson, ça fait 13 bouquins. Le numéro 20 était le tome 5 de Charlie Davidson, 5e tombe au bout du tunnel, de Darinda Jones, Charlie Davidson. Si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, c'est une série de livres et de bitlit urbaine avec laquelle je vous ai bassiné pendant des années, parce que vraiment, c'est une série longue, vous l'aurez compris, que j'ai tenue sur tout, voilà, que j'ai lu en entier, mais ça m'a pris du temps, que j'avais la plupart des tomes faits en lecture commune avec mon amie Alicia, mais ça, c'est notre petite saga chouchou. Ça, je veux dire, c'est quand ils veulent qu'ils font une série. C'est quand ils veulent qu'ils adaptent un truc, qu'ils nous font un truc complètement barré, avec une héroïne, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche. Charlie Davidson, elle est détective privée, mais elle a un truc en plus que personne d'autre n'a, c'est qu'elle peut parler aux morts. Dans une certaine mesure, hein, évidemment, vu que son rôle premier en tant que faucheuse, c'est pas seulement de parler aux morts, c'est aussi de les faire passer de l'autre côté, une fois qu'ils sont morts, qu'ils captent pourquoi ils sont morts, qu'ils ont voilà, plus vraiment grand chose à faire sur le plan terrestre, hop, ils passent à travers elle et ils arrivent de l'autre côté. Sauf que, mélangé à tout ça, se demandent la plupart des gens, et Charlie Davidson en premier, pourquoi elle est comme ça, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce que ses parents ont fait quelque chose dans le passé pour qu'elle soit comme ça. Et tout ça va amener plusieurs personnages à se rencontrer, plusieurs plans terrestres aussi à se rencontrer. Et donc à côté de ces enquêtes où elle est engagée hein, en tant que détective, elle doit aussi mener une enquête personnelle pour savoir qui elle est vraiment, qui sont les personnages un peu extraordinaires qui gravitent autour d'elle, tout ça. Englobé et enrobé de beaucoup de fun, beaucoup d'humour, de l'autodérision à plus savoir qu'en faire. Je pense que c'est une des rares séries que je pourrais relire. Un tome par-ci par-là, tu sais, parce que c'est bon, le fil rouge, je le connais. Juste pour... C'est tellement fun. Elle est tellement drôle, elle me fait tellement rire. C'est pour ça que je garde cette série très précieusement dans ma bibliothèque. Je pense que je ne la donnerai jamais, malgré qu'elle me prenne une place monstrueuse, parce que vraiment, c'est trop cool. Donc, est-ce que c'est encore édité? J'en sais rien, c'était l'époque des Milady Bitlit, quoi, tu vois. Mais si vous tombez dessus, si vous avez l'occasion de les trouver, je sais pas, en numérique, qu'importe, vous avez besoin d'une bonne série qui vous ramène en arrière aussi, parce qu'alors on sent que c'était la vibes des années 2010. C'est parfait. 11 et 37. Alors 11 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6... 11 Ah ouais, là j'ai pas 37, mais bon, c'est pas grave. On va faire le 7 du coup. J'adapte, ok? Vu que ça c'est ma plus petite bibliothèque, c'est clair que j'ai pas 37 livres. Enfin j'ai pas 40 livres là. Mais je suis trop contente d'avoir choisi le 7, parce que vraiment c'est un livre dont je pense que je ne vous ai pas assez parlé, et pourtant qu'est-ce que je l'aime ce livre et que je vais garder très précieusement à vie dans ma bibliothèque. On l'avait, quand j'étais encore en librairie, très bien vendu. C'était sorti chez Actes Sud, un peu au même moment où il y a eu cet énorme boom autour de l'intestin, que j'ai aussi d'ailleurs. Je vais vous le présenter vite fait. Voilà, le charme discret de l'intestin, que j'ai toujours pas lu, hein, soit dit en passant, mais que j'ai. Non, celui dont je vais vous parler, mais c'est même collection, un peu même format, c'est Les Joies d'en bas. Ce livre, c'est une bible. Tout le monde, hommes, femmes, tout le monde devrait l'avoir chez soi. C'est de Nina Brockmann et Ellen Stockendal. Les deux autrices sont norvégiennes. Elles ont évidemment fait des études de médecine. Elles ont tenu pendant très longtemps un blog qui justement voulait un petit peu parler de ce sujet, vulgariser le sujet de tout ce qui se passe dans l'entrejambe féminin. Et je peux vous dire que j'en ai appris des choses grâce à ce bouquin. J'ai même pas corné des pages parce que j'ai tellement souligné de choses qu'il y en a partout, il y en a dans tous les sens, il y en a dans tous les coins. À chaque fois que je surlignais quelque chose, je me souviens lire le passage à mon mec et lui dire mais tu te rends compte, ça, l'importance du truc, chose qu'on nous a jamais dite à l'école, chose qu'on nous a jamais montrée, qu'on nous a jamais expliquée, qu'on nous a... Il y a tellement de clichés, d'idées reçues, de fausses informations sur ce qui se passe là en bas, que je me dis que ce livre-là, mais il est d'utilité publique.
Les mots sont justes, c'est simple d'accès, c'est facile, c'est pas non plus trop enfantin. Les explications, elles coulent de source, et ça va parler de chaque cycle de vie également d'une femme. On y est depuis la préadolescence, l'arrivée des règles, etc. Les hormones, qu'est-ce que ça va faire? Par la suite, le désir d'enfant, le non-désir d'enfant, qu'est-ce qui se passe au moment des règles, qu'est-ce qui se passe si tu prends ta pilule en continu, qu'est-ce qui se passe si tu ne prends plus ta pilule, enfin bref, toutes les étapes, et évidemment la préménopause, la ménopause, et une fois qu'on a été ménopausé et qu'on n'a plus nos règles, et tu vois ce que je veux dire? On va vraiment t'étaler ça sur la vie d'une femme finalement, et qu'est-ce qui se passe dans son intimité. Je l'ai gardé et je le garderai à vie très précieusement, parce que bien qu'il existe d'autres livres pour justement un plus jeune public sur les règles, sur la préadolescence, l'adolescence, tout ça, ton corps qui change, je pense qu'en tant que maman, en tant que parent, parce que vraiment j'ai conseillé à Vincent de le feuilleter, de le lire également, et d'avoir un petit peu des notions et des bases pour l'éducation de notre fille, avoir les clés, avoir les réponses, qu'ensuite tu réadapteras au vocabulaire de ton enfant, c'est hyper important. Et quand je vous parle de... Nous, on a une fille, donc évidemment, c'est plus simple de se dire « Oui, c'est hyper utile, c'est hyper important, je vais le garder, parce que comme ça, je vais pouvoir lui expliquer ce qui se passe. » Parce que même si moi, je sais ce qui se passe dans mon propre corps, des fois, je pense qu'elle aura peut-être des questions de choses que j'aurais peut-être jamais traversées, me dire « je peux peut-être lui apporter une réponse, grâce notamment à ce livre. » Mais si vous avez des garçons... Je suis tombée l'autre jour sur une vidéo qui m'a fait vraiment plaisir, c'était un micro-trottoir, et la nana posait des questions sur les règles, donc les menstruations, à des garçons. Ils étaient jeunes adultes, je dirais, ils avaient entre 18 et 20 ans, par là autour. Et le petit groupe de copains qu'elle arrête, sur la vidéo que j'ai vue, le mec qui répond aux questions, il y avait franchement le 99% de ses réponses qui étaient correctes, quoi. Et je disais, mais voilà, un gars qui... Ça fait pas de toi quelqu'un de moins viril parce que tu sais ce qui se passe, au contraire, dans le corps d'une femme, dans tel ou tel moment, ce que ça peut faire sur ses émotions, sur son physique, sur sa fatigue, sur son énergie, sur... Enfin, plein de choses. Et ouais, voir ce garçon-là, ça m'a fait plaisir, en fait. Ça m'a redonné un petit coup d'entrain, comme ça, tu vois. Et voilà, si vous avez peut-être l'occasion de le trouver, de l'avoir quelque part. Je sais qu'ils sont pas donnés, ces bouquins-là, parce que c'est Actes Sud. Actes Sud, c'est une maison d'édition assez chère, mais probablement qu'il existe en poche maintenant, depuis le temps que je l'ai. Ce livre, franchement... Tu vois, il y a toute la partie sur la ménopause, par exemple. Je me souviens que je l'avais un petit peu passé à l'époque, parce que ça me concerne pas encore. Mais je serais contente de l'avoir au moment où ça va m'arriver et de me dire, tiens, maintenant que je suis en plein dedans, c'est parti. Donc oui, Les Joies d'en bas, chez Actes Sud, tout sur le sexe féminin. C'est une bible, une perle. C'est tellement bien, je sais. Encore, là. Vous prenez, c'est bon? Vous l'avez? Je suis trop contente d'être tombée sur ce livre. Le 7. C'est pas moi qui fais le tirage au sort, hein. Je sais pas, je suis hyper contente des choix que me propose ce truc. J'ai lu il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, Herland de Charlotte Perkins Gilman. Je vous en avais parlé en long, en large, en travers, là aussi, encore une fois. Ce livre... Non mais regardez ça. Regardez comme il est corné. Regardez tout ce que j'ai souligné. C'est incroyable. C'est un livre vraiment un peu ovni, sorti de nulle part. Certains l'appelleront peut-être une utopie, d'autres une uchronie, d'autres une dystopie, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est un livre qui imagine qu'il existe un pays, un monde, un endroit caché, secret, quasiment inaccessible, où ne vivent que des femmes. Il y a une part de fantastique à un moment donné qui va se mettre en place, et nous allons suivre un groupe d'explorateurs, 3 hommes, qui pour moi représentent les 3 phases de ce que peuvent être la plupart des hommes. Il y a soit le très enclin au progrès, aux nouveautés, ouvert d'esprit. Il y a l'indécis, qui est ni pour ni contre. Et il y a vraiment celui qui pense qu'un pays comme celui-ci, un monde comme ça, ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner, ne peut pas être viable. Enfin, bref, lui, il est fermé, il n'a pas du tout envie de comprendre comment fonctionne cet endroit. Ils vont réussir à trouver cet endroit, se poser et vivre pendant quelque temps avec ces femmes dans leur monde, dans Herland. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Dans sa globalité, c'est un bouquin qui m'a énormément plu, même si à la fin, je pense que je ne pouvais plus être vraiment d'accord avec ce qui était parfois dit. Mais j'avais aussi envie de me souvenir de quand l'autrice avait écrit ce bouquin. Elle l'a écrit au début du XXe. Le féminisme, les progrès pour les droits des femmes, etc. n'étaient pas vraiment encore d'actualité.
malheureusement. Là où je peux forcément lui accorder ce genre de petits couacs, ce genre de petites... C'est même pas des erreurs, c'est un style qui va avec l'époque dans laquelle vivait l'autrice à ce moment-là, au moment où elle a écrit son bouquin. On peut lui excuser beaucoup de choses, même si vers la fin il y a des choses qui péclotent un peu, parce que je me dis waouh, l'esprit qu'il a fallu à cette femme elle a eu un parcours de vie totalement hors du temps pour son époque. Elle fait une dépression postpartum, grosse, vraiment immense. Son médecin lui dit faut arrêter l'écriture. C'est ça qui vous met pas bien. On va pas chercher autre chose, non, c'est ça qui vous met pas bien. Elle arrête d'écrire. Elle suit les conseils de son mari, de son médecin. Ça ne va toujours pas. Au bout d'un moment, elle décide quand même, je vous la raccourcis, elle décide de finalement quand même se faire confiance et de se dire non, c'est pas ça qui me met mal, c'est pas l'écriture, l'imagination, etc. Au contraire, c'est ce qui me fait le plus de bien. J'en ai marre que les hommes me disent ce que je dois faire ou ne pas faire pour être en bonne santé. Ça concerne quelque chose qui m'est arrivé, qui est lié à ma féminité, à mon rôle de statut de mère et de femme. Elle a pris sa fille, elle est partie à l'autre bout du pays, elle a divorcé, si je me souviens bien, et elle a décidé de créer son journal rien qu'à elle. Un journal où elle ne publiait, il me semble d'ailleurs, que des femmes, pour ses chroniques, ses articles, et elle n'a jamais aussi bien vécu. Alors évidemment, il y avait toujours la dépression qui était là, ça n'a pas réglé totalement son problème, mais elle a quand même décidé de prendre ses clics et ses claques à une époque où ça ne se faisait absolument pas, ou alors très peu, et elle a décidé d'y aller comme ça, de se faire confiance à elle, à ce qu'elle avait dans ses tripes, dans son cœur, et elle en a notamment sorti Herland, elle en a sorti d'autres, qui un petit peu plus confidentielles. Bref, c'est un poche, si vous avez l'occasion de le lire, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu vous énerver, mais il y a peut-être des choses qui vont un petit peu vous... je le recommande, vraiment. En même temps, les livres que je garde dans ma bibliothèque, c'est des livres que je vous recommande. Parce que si j'ai pas aimé un livre, je le garde pas en général. Donc, ce qui est cool avec ce genre-là, c'est que si je ne tombe pas sur des livres que je n'ai pas encore lus, je vous parle forcément de livres que j'ai beaucoup appréciés. 15 et 27. Donc là, on était à 11, 12, 13, 14, 15. Oh là là. Ça me ramène tellement de souvenirs. Je suis désolée d'avance, je vais avoir l'avis le moins constructif de la Terre et le résumé, il y en aura même pas, je pense. Mais est-ce que vous êtes de cette génération? C'est ça qui m'intrigue. Les chroniques du bout du monde. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de lui, là? Hein? Là. Chroniques du bout du monde, tome 1. Il date de... 1998. 2002 pour les éditions Milan. C'est une série de livres fantasy, totalement what the fuckesque. Et je les avais donc empruntés à la bibliothèque, mais pas vraiment dans l'ordre. Je crois même que j'avais commencé avec le 3. Et je ne comprenais rien. Ah non, évidemment que non, que tu comprends rien, vu que tu commences avec pas le bon numéro. Ensuite, j'étais revenue à la bibliothèque, j'avais emprunté le numéro 1. Lieu de ténèbres et de mystères, les grands bois offrent un asile rude et périlleux à ceux qui les habitent. Et ils sont nombreux, trolls des bois, égorgeurs, gobelins de brassin, troglos. C'est là que vit Spic, du clan des trolls des bois. Il est troll et pourtant trop grand, trop maigre. Il est différent. Tellement différent qu'il doit fuir par-delà les grands bois. Mais surtout, sans jamais sortir du sentier. Jamais. Cette série, elle m'a tellement embarquée, elle m'a tellement fait vivre... Tu sais, quand t'as lu Narnia, puis qu'après tu cherches autre chose, tu vois, t'es là genre... Ah, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Les Harry Potter, c'est un tome tous les temps de temps, enfin... Tu vois, on n'avait pas tout d'un coup, donc tu cherchais d'autres choses. Donc j'allais au rayon des bibliothèques et j'empruntais des trucs complètement au bol et au hasard et on verra bien. Mais j'ai fait des découvertes fabuleuses comme ça, c'était assez incroyable. Chronique du bout du monde, je n'ai jamais été au bout. Je crois même justement que j'ai lu les 3 premiers tomes et c'est tout. Il y a quelques années, j'étais à Emmaüs et je suis tombée sur tous les volumes. Et ouais, les trouver comme ça, par hasard. Je me souviens encore, j'arrive à Emmaüs et ils étaient... posé dans une caisse, vous savez, comme ça. Donc je voyais juste les dos comme ça, les 10 l'un à côté des autres, et j'étais... Attends, mais je connais ça. Je les sors, et j'étais là... Oh, j'ai fait ni une ni deux, quoi. J'ai raflé le truc, j'ai dit ça, c'est à moi. Ça, je prends. Ça, c'est collector. Ça n'existe plus, je ne sais même pas si ça a été réédité depuis. Mais c'était de la fantaisie pour enfants, mais pas si enfantine que ça. Comme quoi, toujours bien regarder les trucs de seconde main, on tombe sur des pépites. 5 et 20. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop heureuse de faire cette vidéo. Je tombe sur des trucs que je vous ai pas montrés depuis tellement longtemps que je me dis que certains,
Ils ont découvert ma chaîne et ils m'ont jamais entendu parler de ces livres-là. Parce que je les ai depuis tellement longtemps, j'en ai parlé il y a tellement longtemps, que c'est impossible. Ou alors ils ont été voir vraiment depuis le début toutes les vidéos, mais bonne chance, il y a un peu beaucoup de choses. Je tombe sur Aeternia, le premier tome de Gabriel Katz. Alors Gabriel Katz, c'est un auteur que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Je me souviens que le premier tome d'Aeternia m'avait été envoyé à l'époque par Scrineo. Je faisais pas partie des partenaires Scrineo, mais de temps en temps Scrineo me contactait pour savoir si j'étais intéressée par un titre, et je me souviens avoir reçu Aeternia complètement par hasard. Et je vous avoue que de base, cette couverture là comme ça, j'étais pas spécialement emballée. Il me semble même que j'avais jamais lu cet auteur avant. Ah ouais, 2015. C'est chou, c'était il y a presque 10 ans, t'imagines? Et bon, bref, j'avais tenu à rendre ma chronique à temps, parce qu'à l'époque, je dis ça, mais je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui le font encore aujourd'hui, mais je n'entre plus dans ce genre de choses-là. C'est qu'à l'époque, j'avais 2-3 éditeurs qui m'envoyaient de temps en temps leur parution, et le but, c'était de rendre une chronique à temps. Je l'ai fait avec quelques éditeurs vraiment, mais c'était assez ponctuel, parce que j'ai toujours détesté ça, et du moment que tu me forces à lire un livre dans un temps donné, tu peux être sûr, c'est le pire plan du monde. Me retrouve donc avec Aeternia. À ce moment-là, j'étais encore à la Fnac, je m'occupais toujours du rayon jeunesse, et c'est vrai que j'en avais un peu soupé de la littérature dystopie, fantasy, ado, pré-ado, young adulte, tout ça. Enfin, on était vraiment dans un pic de tout ce genre, ce public qui tout à coup avait émergé, etc. Et j'en avais vraiment marre. J'avais aussi pas mal de contacts et de... C'était pas des contrats, mais c'était un peu des arrangements, on allait sur place, on faisait des tables rondes pour des auteurs lors de manifestations littéraires, il y avait des salons. Je me souviens en avoir fait une au Livre Paris par exemple, j'en avais fait plusieurs pour le Salon du Livre de Genève. Donc il y avait quand même des livres aussi pour des auteurs que tu vas potentiellement interviewer qu'il fallait avoir lu. Tout ça pour vous dire que je me retrouve donc à lire Aeternia. Ce machin, je n'ai jamais eu plus grosse frustration, je pense, ou alors si ça a dû m'arriver, mais celui-ci entre quand même dans un top de mes plus grosses frustrations à la fin. Parce que c'était le tome 1, qu'il venait de sortir, et que donc je n'avais pas le tome 2. Comment te dire? Ça m'a un petit peu saoulée. J'avais aucune attente en commençant ce truc. Et j'ai été éblouie. Ce livre, il m'a apporté tout ce que j'adore. J'ai eu un univers de fantaisie, hyper riche, tu sens que l'auteur... Par après, je l'ai appris, avait d'autres livres qui se passaient dans ce même univers. Donc tu vois, des romans un peu canon, un peu compagnons, qui pouvaient se lire à part de cette série-là, de cette duologie-là. Je découvre un système de croyances et de religion et de société qui me plaît énormément. Et tout à coup, une guerre là au milieu. Le mec, c'est un gladiateur. Il a tout donné pour sa vie, etc. Et là, c'est bon, il en a soupé lui aussi, comme moi avec la littérature ado à l'époque. Il se retire. Il a envie de vivre sa vie avec sa femme, ses filles. Il décide de partir vers un autre village, une autre ville, où il pourra potentiellement avoir la paix. Sauf qu'en chemin, son attelage se fait attaquer. Et ce jour-là, il va tout perdre. Alors oui, ça peut faire un peu penser à Gladiator, mais dans l'autre sens. Il va tout perdre. Après ça, n'ayant plus rien d'autre à perdre, quelqu'un va l'engager, va voir en fait ce gros colosse être une machine de guerre et dire mais hé, tu serais hyper utile dans notre groupe pour nous protéger en fait. Comme je vous disais, lui n'a plus rien à perdre. Il se dit que quitte à rester vivant, autant essayer de faire ça, autant essayer de rendre service à des gens qui sont plus faibles que lui, alors qu'il gardera toute sa vie sur la conscience le fait qu'il n'a pas réussi à protéger les 3 seules personnes qui comptaient le plus au monde pour lui. Ainsi, il va essayer de se racheter une conscience, il va rencontrer évidemment plein d'autres personnages, dont, je pense, un de mes chouchous de toute la vie, qui est Desméon, qui se retrouve à l'intérieur de ce bouquin, qui est l'exact inverse de Les Marek, qu'on va suivre dans ce premier tome. Si vous aimez ces univers très denses, avec quand même un petit peu à la Game of Thrones, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de conflits à cause de la politique, à cause des croyances et des religions. Et c'est pas que c'est quelque chose qui me plaît dans la vraie vie, dans le monde, mais c'est quelque chose qui m'intrigue, parce que avoir autant de conflits autour de choses qui devraient au contraire apporter normalement, si on en croit ce que les gens nous disent autour de nous, bonheur et amour, ça me laisse toujours assez dubitative. Quand des romans décident un petit peu d'aller titiller ça, et d'aller un peu voir, d'inventer autre chose, mais tout ça pour démontrer
quand même que finalement on s'inspire beaucoup de ce qui se passe déjà ici chez nous. Ouais. Et la plume notamment de Gabriel Katz dans cet univers-là, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, il y a autant ce côté très sérieux, très important, autant il sait donner la bonne dose d'humour à certains de ses personnages pour que le texte soit beaucoup plus fluide et un rythme vraiment très dense et important. Tu ne t'ennuies pas à aucun moment. Mais alors vraiment, si vous vous dites « Ah oui, ça a l'air super, quand elle nous en parle comme ça a l'air bien et tout », prenez les deux direct. Hein. Vous prenez en poche le tome 1, le tome 2, à la bibliothèque, ce que vous voulez, mais vous ne partez pas l'un sans l'autre, parce que vous allez arriver à la fin du tome 1, puis vous allez faire « Quoi ? Mais non !» Eh ben si. Ça, c'est pour votre futur Cold Winter Challenge, etc. Mission Huga de Caroline Franc. C'est un petit livre chez Pocket que j'avais pris parce que... parce que le savoir-vivre cosy des Danois, tout ça. Et aussi parce qu'il était très petit, qu'on me l'avait vendu comme un feel-good / romance. Et le problème que j'ai avec ce genre de livre-là, c'est que souvent, vous savez, je l'ai dit à maintes reprises, je les trouve trop gros, je les trouve trop longs, ce qui fait qu'au bout d'un moment, parce qu'il y en a qui adorent ça, mais je me lasse, et je commence un petit peu à m'embêter. Quand j'ai vu la taille de celui-là, j'ai dit, mais ça c'est parfait, 200 pages, allez, je suis sûre que ça peut le faire. C'est honnêtement, je pense, un de mes petits livres cosy feel good préférés. J'ai adoré découvrir ce bouquin. Pourquoi aussi ? Parce qu'on commence tout de suite avec un personnage qui va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Oula, alors moi j'aimerais pas la voir dans mon équipe. C'est une journaliste. Elle est sur le terrain. Elle veut aller dans les conflits, elle est reporter, pas forcément que de guerre, mais en tout cas là où il y a des problèmes, où c'est dangereux d'aller. Et un jour, elle arrive, elle fait son job, elle pète un câble au milieu du bureau, il y a un truc qui fonctionne pas, bref. Et elle perd tout son travail, parce qu'elle a pas fait de sauvegarde. Ce qui est sa faute, finalement. T'as pas fait de sauvegarde, il y a eu un problème, un bug, et pouf, t'as tout ton machin qui s'est envolé. Mais elle accuse tout le monde autour d'elle. Vraiment, elle va faire exploser la rédaction, quoi. Son chef n'en peut plus, lui dit « Écoute, là, tu me saoules, tu vas faire ta valise, et tu pars au Danemark. » Puis elle est chaude, elle est là genre « Ok, y a quoi au Danemark dis-moi, y a des conflits, y a des... » Et il fait « Non, je crois que t'as pas compris, y a rien au Danemark, c'est le pays le plus cosy du monde. Enfin, il doit certainement y avoir des choses, mais là où je t'envoie, c'est la ville, la capitale du Huga, du savoir-vivre à la danoise, vraiment très chill, très cosy, très plan-plan. Les gens de là-bas sont censés représenter les gens les plus heureux du monde, selon des études et tout. Je veux que tu ailles voir, et je veux que tu m'écrives un article dessus pour me prouver qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont les gens les plus heureux du monde. Et alors là, elle est dévastée, quoi. Elle dit non mais tu peux pas me faire ça. Elle va devoir y aller sinon elle perd son job. Et donc elle va débarquer au Danemark. Pelote de laine, chat qui ronronne, bougie, petite loupiote, tisane, soupe. C'est ça qu'on veut en fait. Et ça a pas besoin de durer 500 pages, tu vois. Je vous le conseille. C'est beau, c'est mignon, c'est trop chou. 17, 18. C'est bien aussi, ça prend les étages qui sont plus en bas. Et donc je ne vous parle pas très souvent de BD, il n'y a pas beaucoup de BD que je garde. Je tombe sur les carnets de cerises. Je suis pas tombée sur le premier tome, mais j'ai décidé de vous sortir le premier tome pour vous présenter la série. C'est une série de BD jeunesse que j'ai adorée et qui forcément m'a charmée dès parution. Voilà, parce que tout simplement ça respire l'automne, l'enfance, tout ce côté très onirique, aventurier aussi, l'imagination d'une petite fille qui décide de partir à l'aventure avec ses 2 meilleures copines. Alors il y a des tomes un petit peu plus émouvants que d'autres, il y en a qui sont vraiment très touchants. Je les ai tous, bien évidemment, parce qu'ils sont beaux, ils sont tendres, ils sont magnifiques. C'est divin, c'est beau, c'est... Vous savez, quand on parlait justement de cette lenteur de l'été, lenteur de l'enfance, littéralement là, Cerise pour moi c'est ça. C'est les aventures infinies, t'as l'impression que ça t'a pris de 6h du matin jusqu'à 22h le soir, alors qu'en fait t'es parti peut-être 1 heure. Mais dans ta tête ça semblait tellement long, tu vois. Cerise c'est ça. Et en plus c'est une fille très maligne. On s'en fait un petit dernier ? Allez, le dernier. Je crois que c'est les plus petits chiffres que j'ai jamais eus. On termine avec l'étagère numéro 1 et le chiffre 4, qui est, soit dit en passant, mon chiffre préféré, ce qui, je pense, clôture plutôt bien toute cette sélection. On a commencé par un livre que je n'avais pas lu, on va terminer par un livre que je n'ai pas lu. Il s'agit de l'étagère où je mets la plupart de mes titres anglais
pour adultes, et donc j'ai piqué au sort. J'ai tiré au sort le P.D. James Sleep No More 6 Murderous Tales, donc ce sont 6 nouvelles contes et intrigues de l'autrice de romans à suspense, de thriller P.D. James. J'avais trouvé ce bouquin à Emmaüs, que je trouvais très beau. À la base, je le voulais comme déco, parce que je me disais, oh tiens, ça fait très automnal, etc. J'ai vu qu'il y en avait un qui était un peu plus hivernal aussi, donc je le cherche à tout hasard. Donc comme j'avais trouvé celui-ci en seconde main, je me dis peut-être que j'aurai l'occasion de le trouver aussi en seconde main. Je n'ai jamais lu P.D. James. C'est une autrice qui pourtant est très reconnue quand même dans le domaine du suspense, du polar. Et moi, alors jamais, peut-être parce qu'il y en a toujours eu trop, du coup je savais jamais par quoi commencer. Là je me dis que d'un côté, si ce sont 6 contes un peu meurtriers comme ça, tu vois, déjà ça ira très très bien pour, vous le savez, le listing automnal de mes livres. Et puis... finalement ça avait l'air plus intéressant que ce que je pensais, donc c'est pour ça que je l'ai pas seulement gardé pour de la déco, je l'ai juste mis dans ma bibliothèque, parce que finalement ça m'intriguait. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette couverture, soit dit en passant. Voilà pour ce On My Shelf. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez retrouver tout le listing des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, c'est juste en bas dans la barre d'infos, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye!